Bonjour à toutes et à tous. Alors depuis jeudi, nous avons deux sujets qui nous rassemblent tous ici aux rencontres économiques d'Aix. L'économie, bien sûr, et le fait qu'il fait extrêmement chaud. Ça nous rassemble, ça nous inquiète et ça nous interroge. Et c'est d'ailleurs en pleine vague de chaleur qu'en début de semaine, le Haut Conseil pour le climat a publié son rapport annuel 2025. Vous pouvez d'ailleurs aller le consulter en ligne. Il rappelle en gros que l'année 2024 a été la plus chaude année jamais enregistrée dans le monde, qu'en France et en Europe, les événements extrêmes s'accroissent, s'accélèrent et s'intensifient, et que face à ça, l'action publique est insuffisante. Insuffisante en investissement, insuffisante également en planification, avec un effet négatif sur notre trajectoire de réduction des émissions de CO2. Le sujet qui va nous occuper pendant la prochaine heure, aujourd'hui, est donc au cœur de nos préoccupations. Il s'agit de préserver les biens communs. Alors, autour de moi, j'ai le plaisir d'accueillir Carlos Alvarado Quesada, ancien président du Costa Rica, Alain Richard Donoyahy, président de la COP 15, de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. Merci d'être là. Véronique Bédag, PDG de Nexity. Philippe Pascal, PDG du groupe ADP, Aéroport de Paris. Et Philippe Bajou, directeur général délégué du groupe La Poste. Et c'est Anne Perrault qui va introduire le débat pour le Cercle des économistes. À vous, Anne. Merci Isabelle. Alors, étant donné ce dont on parle, on a quand même intérêt à définir un tout petit peu l'objet de la session, et c'est pas si simple que ça. Pour les économistes, il y a un concept bien défini depuis longtemps, c'est celui de bien public, qui répond en fait à deux critères, qui sont ce qu'on appelle la non-rivalité, c'est-à-dire que la consommation du bien par un individu n'empêche pas la consommation de cette même unité de biens, si on peut dire, par les autres individus. Exemple, l'éclairage public, la défense nationale, etc. Et la non-exclusion, c'est le fait qu'on ne peut pas exclure de la consommation ou du fait de profiter de ce bien un agent économique qui n'aurait pas participé à son financement. Donc ça, c'est vraiment une définition très carrée, très stricte. Mais l'intitulé de la session, c'est pas bien public, c'est bien commun. Alors, au-delà du bien public, on commence à rentrer dans des définitions un tout petit peu plus floues et un tout petit peu plus vagues, mais bon, il y a quand même un certain nombre de définitions qui circulent, et on va peut-être s'arrêter à l'une d'entre elles, qui définirait les biens communs par le fait qu'ils peuvent être éventuellement rivaux, c'est-à-dire que les consommations des uns peuvent exclure les autres, mais qu'ils demeurent non exclusifs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure de la consommation du bien quelqu'un qui n'aurait pas acquitté le prix, que ce soit par l'impôt ou par le paiement de ce bien. Alors au-delà des biens communs, il y a des biens qui rentrent dans la même catégorie et qui sont traités ensemble par les économistes. C'est ce qu'on appelle les biens qui dégagent des externalités positives ou négatives. Par exemple, la connaissance, la santé, la vaccination, je vais y revenir tout à l'heure. Ça, c'est des biens qui dégagent des externalités et qui sont traités de la même façon finalement que les biens publics ou les biens communs, pour des raisons que je vais expliquer. Alors tous ces biens-là, qu'est-ce qu'ils ont de commun? Eh bien, ils ont en commun qu'ils sont mal produits, ou en tout cas de manière non optimale, si on se repose sur des mécanismes strictement de marché et si on fait confiance au calcul des agents économiques rationnels. Exemple, la vaccination. Si vous faites le choix de vous vacciner ou pas, généralement, sauf vraiment dans le cas d'épidémie majeure, je ne vais pas revenir sur le Covid, évidemment, cette tarte à la crème, mais vous faites la mise en balance de ce que la vaccination va vous apporter à vous personnellement, et puis les emmerdements éventuels que ça vous crée, ça va vous coûter quelque chose, vous allez avoir de la fièvre, etc. Mais vous prenez mal en compte, ou en tout cas pas suffisamment
suffisamment bien en compte le fait qu'en vous vaccinant, vous protégez les autres des maladies. Et donc ça, c'est typiquement un bien à externalité positive et on ne peut pas entièrement se reposer sur les calculs individuels des agents pour s'assurer que le bien est produit ou consommé dans des quantités qui sont efficaces pour la collectivité. Alors, bien sûr, les externalités sont aussi négatives. Je crois qu'on va parler abondamment de CO2, mais je pensais à un autre exemple plus proche géographiquement de nous et qui est peut-être plus un bien commun qu'un bien public. C'est par exemple les nuisances touristiques, le surtourisme. Il y en a un exemple très près d'ici, c'est les calanques de Cassis. Alors, quand on se met à faire payer l'entrée dans les calanques, on essaye de trouver une solution à la congestion dans les calanques. Et là, vous voyez que ça déclenche des débats qui, j'espère, vont animer cette table ronde, qui sont très importants, qui sont quel type de politique publique on doit adopter quand, par exemple, le surtourisme menace de détruire un site naturel comme celui des Calanques. Est-ce qu'on doit réguler par la quantité, dire finalement les 200 premiers arrivés seront les seuls qui auront le droit de rentrer dans la Calanque, ou est-ce qu'on dit on va faire payer les gens et seuls ceux qui accepteront de payer ce prix pourront rentrer dans la Calanque. Alors ça renvoie à un autre débat qui me paraît aujourd'hui totalement fondamental, c'est que, étant donné l'ampleur que l'on reconnaît finalement à ce périmètre des biens communs, comment est-ce qu'on peut designer des politiques publiques qui aient un certain degré d'acceptabilité pour les gens? Et évidemment, la question que ça pose, c'est que faire payer les externalités, c'est éventuellement exclure de la consommation. C'est ce qu'on cherche à faire, hein. On cherche à réduire la consommation. Mais on va évidemment exclure de la consommation des individus qui, a priori, aimeraient bien consommer aussi de la calanque, de l'air pur, etc., etc. Donc l'acceptabilité des politiques de régulation des externalités ou des biens communs, c'est vraiment essentiel. Alors si par exemple on prend la taxe carbone, il y a à la fois des questions d'acceptabilité, mais aussi des questions d'efficacité. Par exemple, une taxe carbone qui serait limitée à un pays ou à un continent, il y a un risque que les industries polluantes se délocalisent dans des pays dans lesquels on n'applique pas cette taxe carbone. Et là, le remède est finalement pire que le mal pour des pollutions globales comme celle-là, parce que d'une part, c'est pas bon pour l'économie locale parce que les entreprises s'en vont, mais c'est pas non plus bon pour le climat puisque ces entreprises vont se localiser dans des pays où il y a moins de restrictions pour utiliser des procédés polluants et donc vont finalement accroître la production mondiale de CO2. Et donc finalement, des politiques qui ne sont pas pensées de manière intelligente, alors quand je dis intelligente, c'est vraiment très compliqué de réfléchir à ces politiques dans tous leurs aspects, et donc souvent on a à prioriser les objectifs que l'on se fixe, mais vous voyez que sur cet exemple-là, il faut qu'on réfléchisse à la manière de rendre plus efficace la tarification des externalités. Donc par exemple, mettre des taxes, c'est une bonne solution parce qu'on réduit évidemment, quand un prix augmente, la demande baisse, donc là tout le monde est d'accord pour dire que ça va a priori réduire la consommation ou la production de CO2, mais c'est plus compliqué du côté de l'acceptabilité. Alors il y a des solutions, comme par exemple donner des transferts forfaitaires aux agents qui ont besoin de circuler en voiture, mais taxer l'usage du bien, puisque ce qu'on cherche à faire, ce n'est pas à priver les agents économiques de leur pouvoir d'achat, c'est à leur donner des incitations et les amener à modifier leur comportement. Donc donner des transferts forfaitaires qui donc ne dépendent pas du comportement pour compenser ce qu'on prélèvera par ailleurs à chaque fois que quelqu'un prendra sa voiture pour faire 1 kilomètre dans sa voiture thermique, eh bien ça peut être une solution plus acceptable pour faire accepter, par exemple, des taxes carbone. Je pense que c'est de tous ces sujets qu'on va discuter, mais vous voyez que ces sujets sont en réalité extrêmement complexes, et donc je suis ravi d'introduire cette table ronde. Merci beaucoup, Anne. Donc, Carlos Alvarado Quesada, vous êtes donc ancien président du Costa Rica entre mai 2018 et mai 2022. Le Costa Rica, c'est le bon élève de l'accord de Paris. Alors, vous n'avez pas d'armée depuis 1948, une énergie quasiment à 100% renouvelable, et vous avez inversé le processus de déforestation. Donc, ma question est toute simple.
préserver les biens communs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça marche? Merci beaucoup et c'est un plaisir d'être ici. Encore une fois, je vais m'excuser parce que je peux m'exprimer mieux en anglais. So I want to share two concrete examples. Donc, je veux partager deux exemples concrets. Un exemple du passé récent sur comment travailler avec des biens communs publics. Et puis également, si on regarde vers l'avenir par rapport à la COP du Brésil et ce qu'on vise faire. En 2019, le Costa Rica a accueilli la réunion pré-COP à San José. Et avant les accords de Paris en 2015, il y a eu les accords, mais il n'y a pas eu de feuille de route concrète. Donc, au Costa Rica, on a créé le premier plan de décarbonisation de la planète après les accords de Paris sur comment mettre en œuvre cette feuille de route de manière soutenable économiquement afin d'avoir un bien-être en réduisant les émissions. Mais une chose qu'on a fait en lien avec cela, c'est que nous avons mis en place la coalition à forte ambition pour la nature et pour les personnes avec la France, avec le Royaume-Uni et le Costa Rica. Un petit groupe de pays ont dit que la vie sur la planète est liée à la nature. Tout ce que nous mangeons, tout ce que nous utilisons, tout ce que nous respirons dépend de la nature. Si nous épuisons la nature, nous allons simplement nous épuiser. Il ne s'agit pas d'une hypothèse, il s'agit simplement d'une question de temps. De manière scientifique, il est proposé de préserver au moins 30% des écosystèmes terrestres et 30% des écosystèmes marins afin de survivre. Et l'objectif, c'était de le faire pour 2030. C'était la coalition à forte ambition 2019. Mais à ce moment-là, tout le monde a dit c'est impossible, c'est trop ambitieux, cela ne va pas avoir lieu, c'est trop cher. Mais après 2019, il y avait 4 pays. 2 mois plus tard, il y avait 40 pays. En 2022, plus de 100 pays avaient adopté cet objectif et à la COP de la biodiversité au mois de décembre 2022, 190 pays se sont mis d'accord de protéger 30% des océans et 30% de la Terre. Peu de gens le savent, mais c'est l'un des progrès les plus importants pour protéger la planète. Et pour nous, parce que nous voulons donner l'exemple, quand j'étais président, nous avions déjà protégé plus de 30% de nos zones terrestres. Mais le Costa Rica, le territoire du Costa Rica est uniquement 8% terrestre. Nous sommes 52% océans. Donc, et nos océans ont été seulement protégés au niveau 3%. Donc, on est passé à 3% à 30% de protection des zones marines autour des îles Cocos. Cette zone est plus large que le Costa Rica continental. C'est afin de protéger l'oxygène, de protéger les ressources du temps pour nourrir la planète. Il y a beaucoup d'externalités positives, mais quelqu'un doit payer. Il y avait le gouvernement de Costa Rica, la philanthropie, la fiscalité et le soutien d'autres gouvernements qui ont permis à ce que cela puisse avoir lieu. On a eu la même chose dans d'autres pays, le Panama, l'Équateur, la Colombie et d'autres pays sont en train d'aller dans ce sens. Donc, c'est pour dire que oui, ce qui semblerait impossible est possible. Mais où est-ce qu'on va aujourd'hui? Les forêts tropicales, c'est l'un des actifs les plus importants de protéger la biodiversité et d'absorber le carbone. Mais on n'a pas assez de financement. On est en train de mettre en place un mécanisme qui s'appelle le Fonds de forêt tropicale pour toujours, TFFF. Comment est-ce que nous allons financer cela? Il faut mettre en place un fonds de 2 milliards de dollars des gouvernements du secteur privé, mais il ne s'agit pas là d'une bourse. Il s'agit d'un fonds de couverture qui est investi dans le marché. Et les bénéfices de ces investissements vont vers les forêts et aux communautés autochtones. Donc on crée un fonds qui génère de la richesse. Et cette richesse est dirigée vers le fonds. Il ne s'agit pas d'un système de subvention.
Mais de la même manière, on rembourse l'investissement et la propriété part aux propriétaires de la forêt. Alors, c'est le mécanisme que nous sommes en train de travailler en ce moment. Il y a un point à gérer, c'est que cela doit être né avec une bonne capacité dès le départ afin de réussir à faire cela. Nous allons protéger les forêts tropicales, pas par des prêts et des subventions, mais par l'investissement. Et je pense qu'il y a beaucoup de PDG d'entreprises ici qui aimeraient en entendre plus. Mais voici la prochaine génération de comment protéger les biens communs. Merci. Alain Richard Donnoyer, donc président de la COP 15, vous avez donc travaillé notamment sur la désertification. La dégradation des sols est un problème à l'échelle mondiale et qui touche particulièrement l'Afrique, votre continent d'origine. 45% des terres ne sont plus productives, un phénomène amplifié par le réchauffement climatique et l'activité humaine, qui a de graves répercussions sur la sécurité alimentaire et l'appauvrissement des populations. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Quesada? Est-ce qu'il suffit, j'allais dire, de vouloir pour pouvoir embarquer comme ça un certain nombre de pays sur des problématiques aussi importantes quand les gouvernements peuvent avoir d'autres chats à fouetter et des problématiques immédiates plus urgentes? Bien. Je suis d'accord avec mon voisin, pas parce que je le connais déjà, mais c'est parce que le Costa Rica est un modèle qu'il faut répéter dans beaucoup de pays dans le monde. Modèle parce que, ils ont compris qu'il fallait changer de comportement, donc il fallait accepter que les choses doivent changer, ça c'est la première des choses, donc il faut accepter cela. Et ils l'ont démontré en n'ayant pas d'armée. Ça fait 70 ans, plus de 70 ans qu'ils n'ont pas d'armée. Ils ont pris ces fonds-là pour l'environnement. Bon, j'aurais pas eu de job là-bas parce que moi j'étais ministre de la Défense chez moi. J'aurais pas eu de job au Costa Rica. Vous avez aussi été ministre des Eaux et Forêts. Oui, donc c'est pour ça que je suis allé au Costa Rica justement, en tant que ministre des Eaux et Forêts, pour voir un peu ce qui se passait là-bas. Mais il faut un changement de comportement, mindset, au plus haut niveau. Au niveau des dirigeants, pour prendre les bonnes décisions, au niveau des populations, pour avoir des bons comportements vis-à-vis de l'environnement et de la protection des biens communs. Et pour cela, il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser d'abord donc, les dirigeants qu'ils sont, que nous sommes. Ensuite, les populations. Les populations sont difficiles à sensibiliser parce que le concept de bien commun n'est pas toujours compris par tous. Dans beaucoup de sociétés chez nous, en Afrique, en Côte d'Ivoire, en tout cas ce que j'ai vu, en étant un élu local, c'est que certaines populations considèrent le bien commun comme n'appartenant à personne. Donc on ne s'en préoccupe pas, parce que ça n'appartient à personne. Donc on prend pas, on ne fait pas attention aux forêts, parce que ça appartient à personne. Dans la rue, on jette les déchets parce que ça appartient à personne. On n'entretient pas le bien commun parce que ça n'appartient à personne, et très souvent parce qu'on ne paye pas de taxes, on ne paye pas d'impôts. Donc ce concept de bien commun n'est pas toujours bien compris par tous. Mais il faut s'en préoccuper de toutes les façons. Si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, lorsque nous nous sommes aperçus que nous avions détruit 80% de notre forêt en 60 ans, pas seulement en la coupant, la forêt, mais en développant l'agriculture. Donc l'agriculture a beaucoup influencé la destruction donc, de la forêt. Quand nous nous sommes aperçus de cela, il fallait prendre des décisions qui étaient immédiates pour freiner et pour inverser la tendance. Donc il fallait déjà avoir un cadre institutionnel, donc changer des textes de loi. Il fallait développer un nouveau code forestier pour qu'il soit adapté aux objectifs que nous avions à atteindre. Mais aussi, il fallait développer une nouvelle politique. Donc, des objectifs clairs, des targets à 2030 pour être capable de reforester, de replanter et d'inverser la tendance. Donc, c'était un grand chantier, c'est un grand chantier qui est toujours en cours d'ailleurs, qu'il faut pouvoir financer. Alors, quand on a des budgets
qui sont tournés vers des réalisations immédiates pour le bien des communautés, pour les pays en développement, pour les infrastructures de base. Par exemple, vous pensez bien que la forêt ne vient pas au premier plan des dépenses budgétaires. La reforestation ne vient pas au premier plan des dépenses budgétaires. Donc il fallait penser au financement en comptant d'abord sur nous-mêmes et ensuite sur les apports extérieurs. Mais vous savez que les apports extérieurs, vous savez, on a beaucoup de conférences internationales, beaucoup de COP depuis 30 ans, beaucoup de sommets où nous, les dirigeants, déclarent beaucoup de choses. Et puis après, bon, on ne fait rien. Et puis on se retrouve 1 an après ou 2 ans après pour reparler de la même chose. Donc il ne faut pas trop compter sur les financements extérieurs. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, on y compte pour le développement de notre politique forestière à 30% seulement. Il fallait compter sur les ressources intérieures. Alors les ressources intérieures, comment est-ce que vous les mobilisez? Notamment le secteur privé. Le secteur privé ne va rentrer dans la reforestation que s'il gagne de l'argent. Que s'il considère que la reforestation, la préservation de la nature est un investissement. Donc nous avons essayé de développer une politique qui permet donc au secteur privé d'investir dans la reforestation. Comment cela? Avec l'agroforesterie. C'est un concept qui a été innovant pour permettre donc au secteur privé d'investir dans l'agroforesterie et de ce fait-là de financer la reforestation en même temps. Donc le revenu, le retour sur investissement est tiré des produits de l'agriculture et en même temps l'État reçoit son bénéfice en finançant par le secteur privé donc la reforestation. Donc ça a été quelque chose d'innovant qui n'était pas accepté par les partenaires techniques et financiers internationaux au départ, parce qu'on pensait que l'agriculture détruit la forêt, donc il ne faut pas mixer l'agriculture et la forêt, alors que ce n'est pas vrai. Il faut mixer l'agriculture et la forêt quand c'est bénéfique, et faire en sorte que la forêt ne soit pas considérée comme un bien seulement à préserver, mais comme un bien, une ressource qui est durable, donc qui doit être renouvelée. Alors, merci beaucoup, Monsieur Donoailly. La transition est toute trouvée avec vous, Véronique Bédingue, PDG de Nexity, puisque on en vient au rôle du secteur privé et des entreprises. Et vous êtes un peu la question est toujours comment est-ce qu'on concilie la fin du monde et la fin du mois? Comment est-ce qu'on concilie la préservation des biens communs et la nécessité de construire des logements? C'est une question intéressante. Je vous avoue que lorsque les rencontres d'Aix m'ont proposé d'intervenir sur la table ronde des biens communs, et je le ressens encore plus ce matin, je me suis dit c'est une petite taquinerie. Mon job à moi, c'est aménageur promoteur. Vous connaissez l'iconographie. Je suis celle qui produit du mètre cube de béton, qui détruit la biodiversité, qui évidemment, et on l'a fait, hein, qui détruit des terres cultivables. Moi, ce que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est que mon métier à moi, le métier que je porte aujourd'hui avec mes équipes, c'est un métier que je qualifierais de façon très différente et qui a beaucoup changé depuis que je suis rentrée chez Nexity il y a 8 ans maintenant. Mon métier à moi, c'est d'abord de produire du logement. Hein, dans le développement durable, il ne faut jamais oublier l'humain, parce que dès qu'on l'oublie, eh bien, il y a un retour en arrière. Hein, on le voit chez nous un petit peu en ce moment. Donc mon métier à moi, c'est d'abord d'offrir un logement à tout le monde. Je ne vais pas revenir sur le sujet du logement, vous le connaissez. Je dis juste que bien gentiment, ces dernières années, on a exclu les jeunes des métropoles. En propriété, en location, c'est quand même un énorme sujet. Hein, ils n'ont plus les moyens ni d'acheter, ni de se loger dans les cœurs de ville. Moi, ce n'était pas un sujet qu'on avait quand moi j'étais jeune. Hein, c'est pour moi un sujet extrêmement lourd. Et de plus en plus, on accompagne les maires dans la transformation de la ville. C'est ça mon boulot. Et le sujet des biens communs, pour moi, c'est vraiment le sujet qui est devenu le cœur de notre métier. La protection des biens communs, c'est le grand sujet du XXIe siècle. Et nous, ça nous fait redéfinir nos métiers tous les jours, nous interroger tous les jours. Premier bien commun, mais je serai rapide, l'eau. Bon, on a quand même, ne m'écoutez pas surtout, hein, on a quand même de l'eau potable dans nos chasses d'eau, dans nos lave-linges, dans nos douches. Bon, quand même, ça se discute, hein, vraiment ça se discute. Et nous, par exemple, on a produit un livre blanc sur l'eau, on s'est interrogé sur ces sujets-là.
on a trouvé des partenariats pour quand même mettre l'eau potable aux endroits où l'eau doit être bue. Je vous la fais un peu courte. Et trouver des systèmes délocalisés, décentralisés qui permettent de traiter ces sujets. Il y a un autre bien qui est un bien commun. Alors, pour vous faire sourire, j'étais dans le train à côté de quelqu'un en descendant à Aix. Il a vu mes dossiers parce que j'étais en train de préparer mes rendez-vous, etc. Il m'a fait parler et je lui ai dit un bien commun, un bien rare, un bien qui devient vraiment rare, c'est le foncier. Alors, il a éclaté de rire, je vous la fais courte, parce qu'on traversait des zones où il ne se passait rien. Il me dit, Madame, vous voyez bien, on peut construire n'importe où. Mais ça, c'est ignorer ce que vous dites. C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, notre vie humaine, elle est vraiment liée à l'espace qu'on laisse à la nature. Ça, c'est très important. Et cette prise de conscience, elle n'est pas si forte que ça, en fait. Et moi, c'est vrai, je regardais ces territoires disponibles à la construction, ça ne me viendrait pas à l'idée d'y aller, mais ça, c'est une vraie prise de conscience. Comment est-ce qu'il faut protéger les écosystèmes? Je pense que je suis l'un des rares promoteurs à avoir appuyé la loi sur la non-artificialisation. Elle doit être bien gérée, elle ne doit pas être technocratique, mais c'est important de laisser la place à la nature dont on a besoin pour survivre, mais ça change nos métiers. Alors moi, vous savez que je pousse tous les ans à Aix l'idée d'une densité raisonnable. Honnêtement, quand on a un foncier en centre-ville, que les lois urbanistiques qui ont été votées vous permettent de mettre 3 étages, qu'on me demande d'en mettre un, c'est un gâchis de bien commun terrible. Parce que quand même, il va falloir loger les gens et de nouveau, on s'éloigne dans la nature. Et puis, il y a un vrai défi aujourd'hui qui est celui de la régénération urbaine. Nous, on y est allé. Alors, c'est beaucoup plus compliqué, je vous le dis tout de suite, de transformer un terrain de centre-ville occupé par un carrefour, puisqu'on a un partenariat à un carrefour, que d'aller faire des logements dans la nature. Ça, je vous le dis tout de suite. Mais c'est quand même plus raisonnable. En centre-ville, vous avez l'eau, vous avez les transports. Dès que vous partez loin, vous avez des voitures qui circulent. Donc c'est absolument indispensable. Ça n'est pas facile, mais c'est vraiment notre engagement. Et moi, ce que je trouve intéressant au-delà des normes, et je pense que chacun doit prendre ses responsabilités, que si tout le monde les prenait, à la fois les gouvernements, ce qu'ils tentent de faire, et aussi les opérateurs privés, et aussi les particuliers, on irait beaucoup plus vite. Ma boîte, c'est une boîte engagée, elle a toujours été, moi je n'ai pas renoncé à ma trajectoire 1,5 degré, je n'y renoncerai pas. Et je pense que ça fait aussi, pour moi, pardonnez-moi de revenir à mon business, mais aussi un vrai avantage comparatif. Aujourd'hui, quand le maire que j'ai en face de moi est convaincu qu'au fond, cet équilibre entre l'humain et le respect de la nature, c'est vraiment au cœur de mon entreprise, je pense que j'ai un avantage compétitif extrêmement fort. Donc, les deux ne sont pas du tout incompatibles dans le secteur privé. Merci beaucoup, Véronique Bédag. Alors, Philippe Pascal, PDG du groupe Aéroports de Paris, selon une étude récente de l'association Transport et Environnement, les émissions de CO2 du transport aérien ont augmenté de 4% en 2024 et elles sont restées stables au niveau européen. En gros, ça ne baisse pas. Est-ce que la décarbonation du secteur, malgré la meilleure volonté du monde, malgré toutes les avancées technologiques, malgré aussi le cadre qui change, on ne peut plus faire un Paris-Bordeaux en avion aujourd'hui par exemple, est-ce que tout cela n'est pas vain et est-ce que la décarbonation du secteur n'est pas une pure illusion? Pardon pour cette question un peu tranchée. Bon, merci pour votre question très directe. Peut-être commencer par dire que pour le secteur aérien, la décarbonation n'est pas une option, c'est une obligation. Alors, c'est une obligation non pas seulement pour avoir une licence pour croître, mais c'est une obligation existentielle. Le secteur aérien dans son ensemble n'existera que s'il se décarbone, à terme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est aussi une obligation, non seulement pour le secteur aérien, mais plus largement pour l'environnement et pour le monde. Notre métier, c'est de connecter. Connecter les personnes, connecter les peuples. Et les connecter, c'est l'inverse d'une tendance qui est le repli sur soi et plutôt l'ouverture. Et quand vous regardez, vous lisez le préambule de l'OACI qui a créé l'Organisation mondiale pour l'aviation commerciale, l'objectif même, c'est la connexion et donc c'est le rapprochement des peuples. Et donc, votre question invite à faire la preuve que cette décarbonation n'est pas vaine, n'est pas une fiction, mais une réalité. Alors, c'est déjà pour partie une réalité.
Et ce le sera avec une feuille de route ambitieuse et une feuille de route qui est largement atteignable. Alors si on reprend un petit peu le sujet, un tout petit peu, l'objectif de plaider pour une aviation qui soit utilisée de manière raisonnée. C'est-à-dire que chacun, en conscience, prenne l'avion lorsque c'est nécessaire et environnementalement pertinent. C'est le cas. C'est le cas, et c'est même le cas chez les jeunes. Aujourd'hui, les derniers chiffres montrent bien que les jeunes qui sont les plus sensibles à l'environnement sont paradoxalement celui qui aujourd'hui voyage de plus en plus. Ça, c'est le premier point. Plaider pour un usage raisonné du transport aérien. Ça veut dire, par exemple, de manière très concrète, pousser pour l'intermodalité. L'avion n'est pas le concurrent du train, c'est l'allié du train. C'est aussi travailler de manière très concrète sur la décarbonation de nos activités. Et c'est là que je vais essayer d'être un tout petit peu analytique pour apporter la preuve. La première chose, il y a 3 axes. Il y a la décarbonation au sol, des opérations, il y a la décarbonation de la construction des infrastructures, on est gestionnaire d'infrastructures, et puis il y a la décarbonation de la croisière, le vol. Au sol, ça fait plus de 15 ans qu'on y travaille, comme une grande partie des aéroports dans le monde. On a fait 80% du chemin. On aura totalement décarboné Paris-Orly en 2030, Paris-CDG en 2035. Ça prend plusieurs formes. Ça prend une forme de l'électrification des flottes, de la connexion du branchement de l'avion à l'électricité lorsqu'il est à terre, au stationnement. Ça prend aussi le fait de changer intégralement la manière dont on alimente en énergie, en froid, en chaud nos bâtiments, par de la géothermie qui est déjà effective à Orly et qui achève sa construction à CDG, mais aussi par d'autres renouvellements de sources d'énergie, on parle notamment du solaire. Voilà. Et ça prend aussi la forme de l'intermodalité. Décarboner au sol, c'est éviter que les voitures viennent en nombre de manière carbonée sur les plateformes. Et c'est là où on retrouve l'intermodalité, la connexion, la ligne 14 qui est arrivée à Orly, le CDG Express qui arrive en 2027 à CDG, la ligne 17 et 18 qui arriveront à CDG et à Orly, le Roissy-Picardie, bref, faire de la gare le cœur de l'aéroport. Le deuxième axe, c'est la construction. Aujourd'hui, nous essayons d'adopter de nouvelles méthodes constructives. Les pistes sont réhabilitées en recyclant les matériaux. Les nouveaux bâtiments seront construits à partir de béton bas carbone ou à partir de bois, y compris sur les aéroports, y compris nos belles infrastructures. Et le troisième point qui est peut-être le cœur et qui est souvent pointé, c'est la décarbonation de la croisière, du vol. Là, il y a 3 technologies. L'électrique, les carburants durables et l'hydrogène. Sur l'électrique, ce n'est pas une fiction. Safran a certifié son premier moteur électrique et l'avion électrique de 9 places qui va adopter cette technologie et ce moteur va être certifié dans 1 an et demi. Puis 19 places, puis 29 places. Ça veut dire qu'à terme, les vols intérieurs se feront par des avions électriques. Et quand on dit à terme, ce n'est pas en 2050, c'est en 2030-35. Donc ça arrive très vite. Les carburants durables, c'est la deuxième technologie. Les carburants durables, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de nouvelles infrastructures. Les infrastructures qui emmènent le kérosène peuvent inclure et incluent déjà des carburants durables. Air France est le premier acheteur au monde de carburants durables. Le salon du Bourget qui s'est tenu il y a 15 jours, la plupart des avions sont arrivés, et notamment les avions, les jets, sont arrivés avec 100% de carburants durables. Donc c'est une réalité. La difficulté, c'est bien d'avoir ces carburants, de structurer une filière. Et ça, nous y travaillons avec l'ensemble du secteur aérien. Et avec non seulement des carburants durables, mais aussi des carburants durables de synthèse. Et ces carburants durables de synthèse ont un double avantage. Ces carburants vont dépolluer la croisière, décarboner la croisière, mais aussi sont réalisés à partir d'émissions de CO2. Et enfin, il y a la troisième technologie, l'hydrogène. L'hydrogène est effectif déjà au sol et elle le sera dès lors qu'il y a un modèle économique. La technologie est là, le modèle économique du constructeur d'avions, notamment Airbus, n'est pas là, puisque l'hydrogène prend de la place et donc des sièges. Mais ça viendra. Merci beaucoup Philippe Pascal. Philippe Bajoux, directeur général délégué du groupe La Poste. Alors désolé, pareil, vous faites partie du camp des
des grands logisticiens, puisque vous, aujourd'hui, vous livrez énormément de colis. Un de vos principaux concurrents, c'est Amazon, hein, on peut le dire. Et du coup, vous polluez beaucoup. Comment faites-vous en sorte de dépolluer votre activité? Est-ce que là aussi, c'est une gageure ou est-ce que vous allez me démontrer que vous avez fait en sorte de décarboner votre activité? Bonjour à toutes et à tous. Merci Isabelle Raymond pour cette question directe. Je voudrais revenir 50 ans en arrière. En 1974, alors je vois des jeunes qui sourient dans la salle, mais enfin il y a quelques personnes qui ont mon âge qui se souviennent. Ils se souviennent qu'un candidat à l'élection présidentielle, il s'appelait René Raymond, un visionnaire, disait « La plus grande menace qui plane sur notre planète, c'est l'accroissement du taux de carbone dans notre atmosphère. » Et je crois qu'à la manière dont les éventails s'agitent, nous en avons une preuve concrète aujourd'hui ici à Aix, pas seulement à Aix et dans tout le monde. Alors oui, nous sommes un grand logisticien, nous livrons en France, pour ne parler que de la France, 50% des colis tous les jours. Et en 2012, nous avons décidé qu'il fallait que nous travaillions de manière extrêmement sérieuse sur notre empreinte carbone. Et donc nous avons décidé d'électrifier notre parc de véhicules. Ce n'était pas une décision facile financièrement et ça n'était pas non plus facile technologiquement. Pourquoi? Parce que financièrement, le thermique apparaissait moins cher dans la durée et parce que techniquement, il n'y avait pas en France de filière de production de véhicules électriques. Et nous avons fait ce pari, pourquoi? Parce que nous savions qu'avec la croissance du e-commerce, eh bien, nous allions contribuer à la saturation des villes, à l'engorgement des villes, à la pollution et peut-être à des problèmes de santé publique. Cette décision, évidemment, nous aurions pu attendre que les pouvoirs publics, comme ils l'ont fait pour les voyageurs, sachant que la ville est un bien commun, ils l'ont fait pour les voyageurs, ils ont organisé les transports en commun. Les transports en commun sont devenus un bien commun. Mais nous pensions que pour les marchandises, ils allaient faire la même chose. Bon, avec ce qui se passe autour des ZFE, on attend encore un peu. Mais on a beaucoup parlé de biens communs naturels, et je voudrais qu'on élargisse le sujet un peu de la manière dont l'a esquissé Anne Perrault, sur ce que j'appellerais les biens communs sociaux. Alors, nous sommes extrêmement engagés dans ce domaine-là, ne serait-ce que parce que nous tenons à assurer une présence territoriale sur la totalité de notre territoire français. Nous tenons à continuer à accueillir dans l'ensemble de nos points de contact la totalité de la population, que celle-ci soit fragile ou que celle-ci soit plus aisée, à lui offrir des solutions pour le transport de ces marchandises, pour la banque, l'assurance, pour la téléphonie mobile, et aussi accompagner ceux qui ont le plus de difficultés dans le numérique à s'approprier cette nouvelle technologie. Alors, vous allez me dire, c'est normal, vous êtes une entreprise publique. Et là, je vous dis, attendez, oui, mais on est à 100% dans la concurrence. On est à 100% dans la concurrence dans chacune de nos activités, dans chacun de nos métiers. Alors, qu'est-ce qu'il se passe quand une entreprise responsable, qui fait attention à la manière dont elle consomme les biens communs et qui, le cas échéant, réduit sa production, qu'est-ce que cela donne face à une entreprise qui n'a pas cette préoccupation et qui a comme première préoccupation la préoccupation du profit? Que se passe-t-il lorsque cette entreprise décide d'utiliser des moyens de production propres, plus onéreux? Eh bien, c'est simple. Elle perd des parts de marché et elle risque de se faire exclure du marché. Et à ce moment-là, celui qui gagne, c'est celui qui est le moins respectueux, c'est celui qui utilise, qui consomme les biens publics et qui détruit du bien-être collectif. Alors, ce que l'on voit, c'est que c'est bien d'être une entreprise responsable, c'est bien d'être une entreprise qui fasse attention aux biens communs, mais dans la durée, est-ce que ça marche? Dans la durée, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il ne nous faut pas
un cadre qui permet justement de bien asseoir la compétition dans la durée. Merci. Merci beaucoup Philippe Bajou, directeur général délégué du groupe La Poste. Alors on va essayer de faire un tout petit tour de table, tout petit. Donc essayez de parler de façon concise pour que chacun puisse avoir la parole. Monsieur Bajou demandait justement s'il ne fallait pas un cadre qui fasse en sorte qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. Moi c'est quand même ce que j'ai compris. Est-ce que Monsieur Quesada, aujourd'hui, alors on a compris un peu vos ambitions, on a compris que vous aviez trouvé le moyen de financer tout ça par le secteur privé, mais est-ce que dans un monde qui est de plus en plus fragmenté, avec des velléités, enfin on voit très bien ce qui se passe notamment aux États-Unis, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de vivre une régression, et est-ce que ce que vous avez construit sur le papier risque pas de finir à la poubelle avec certains qui décident que c'est la loi du plus fort qui s'impose aujourd'hui? Thanks for that. Pardon, ma question était très longue, mais si vous pouvez répondre de façon courte. Mais c'est une très bonne question. Non, c'est une très bonne question. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu, surtout M. Pascal, quand il a dit que notre métier, c'est de connecter les gens. J'aurais voulu que les politiciens disent la même chose, que notre rôle est de lier les gens, de connecter les gens. Souvent, on parle aujourd'hui des biens communs et on met le focus sur les biens communs. Mais il y a une question derrière tout ça. C'est les biens communs pour qui? C'est important. Est-ce que c'est les biens communs pour les Costa-Ricains ou pour la France? Il s'agit des biens communs dans le sens que ce sont des biens partagés. Encore une fois, par qui? Pour le moment, on parle de l'Est et de l'Occident, de le Nord et le Sud, la concurrence, l'inégalité. Mais la notion de bien commun, de connexion, fait sens uniquement dans le sens où ce que nous avons de commun, c'est l'humanité. Et donc, tout le monde a droit à ses biens. C'est le seul scénario où cette idée fait sens. Si je ne vois pas l'humanité dans l'autre, pourquoi est-ce que je vais voir le droit de l'autre à consommer ce bien? Et je pense que c'est ce qui se passe avec la fragmentation. On veut s'armer afin de se protéger de l'autre. Et puis nous avons cette notion que nous devons prendre, nous devons privatiser pour nous. Mais c'est qui nous? S'il y a un nous, ça veut dire qu'il y a un eux. Et ça, c'est en train de nous détruire. Et comme mon ami le ministre Alain a dit, il faut un changement de paradigme. La première chose pour préserver les biens communs, c'est les finances, l'argent, le mécanisme, mais tout commence dans le cœur et dans la tête. Reconnaître l'humanité de l'autre et avoir la volonté de se connecter avec l'autre, surtout s'ils ne sont pas d'accord. Et je pense que c'est vraiment le défi que nous avons aujourd'hui. Monsieur, on a compris comment vous aviez embarqué les entreprises en leur montrant qu'il pouvait y avoir une activité rentable à préserver les biens communs, mais vous nous avez montré aussi que c'était plus compliqué d'embarquer les populations, qui ne se sentent pas concernées. Est-ce qu'il ne faut pas créer de la fiscalité? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait un cadre public qui coordonne ou qui contraigne? C'est à vous de nous dire. Oui, au niveau des gouvernements ou des gouvernants, il est sûr qu'il faut adapter nos politiques aux populations qui sont concernées. Mais ce que je voulais dire qui est le plus important, c'est d'inclure ces populations-là dans la recherche de solutions, pour qu'elles soient concernées, pour qu'elles se sentent concernées. Tant qu'on ne le fait pas, et ça se voit, tout à l'heure le président a parlé des populations autochtones. Et on le voit dans beaucoup de politiques qui sont mises en œuvre pour lutter contre la désertification. Le manque ou bien c'est pas assez suffisant en tout cas de l'inclusion des populations autochtones qui très souvent ont des solutions ancestrales à la préservation des biens communs.
parce que c'est la modernité qui les a amenés à parler de biens privés. Très souvent, ces communautés-là avaient le sens de la communauté, donc le sens du bien commun et de la préservation de ce bien-là. Et c'est la modernité qui nous a amenés petit à petit à parler de biens privés, donc d'accaparement de ces biens-là par le privé. Donc il faut revenir un peu en arrière, peut-être, et aller vers ces communautés-là qui, très souvent, ont des solutions à la préservation du bien commun, et il faut que les politiques les prennent en compte également. Merci beaucoup, M. Donoye. Véronique Bédag, vous avez dit tout à l'heure, finalement, que vous étiez pour les normes, pour la loi ZAN, qui préserve contre l'artificialisation des normes, des sols, pardon. Donc, il faut continuer à produire de la norme environnementale, ou en tout cas, il faut la respecter, il ne faut pas revenir en arrière. Vous avez commencé à le dire aussi, il y a certains politiques qui disent qu'il y en a trop de normes environnementales. Vous aussi, M. Bajou, vous avez parlé des ZFE. Il faut résister. Là, je pense qu'on est bien en normes. On est bien. Mais en même temps, je pense que les biens communs, ils ne peuvent pas se résumer aux normes. Moi, on parle beaucoup de normes. Et la ville verte, pendant longtemps, ça a été la norme. On parlait de normes. Bon, moi, je pense que c'est le premier étage. Après, il y a beaucoup de choses plus intéressantes à dire sur la ville verte, sur la réalité de la nature en ville. Bon. Mais moi, je pense qu'il y a un deuxième bien commun et ça arrive très naturellement après ce que vous disiez tout à l'heure. On était fait pour être assis côte à côte. C'est quand même... moi, j'ai écrit un livre il y a quelques mois qui s'appelle Éloge des villes. Et je dis que la ville verte, moi, on m'a parlé de la ville verte tout le temps, mais la ville bleue est importante aussi. La ville bleue, c'est la ville du plaisir de vivre ensemble. Et moi, je pense qu'il faut surtout pousser les deux en même temps. Si vous imposez une ville verte, et c'est un peu ce que vous disiez, sans travailler aussi le lien social, le plaisir de vivre ensemble, il y a forcément accident. Et nous, quand je regarde la ville, il faut travailler l'inclusion, le fait que, moi je vous le disais tout à l'heure, je suis très choquée du fait qu'on ait renvoyé les jeunes en dehors du cœur des métropoles, par exemple. Évidemment, l'incivilité, c'est un énorme poison pour notre société. Là, je voyais, je lisais le journal ce matin, il y a des piscines qui ont été fermées dans toute la France, et pas une ou deux, parce qu'il y a de l'incivilité, mais c'est terrible. On prive beaucoup de gens de sujets dont ils ont besoin en ce moment. Donc moi, je pense que la ville bleue, la ville de l'inclusion, la ville de l'espace public, nous on travaille beaucoup dans nos opérations d'aménagement, l'espace public. Alors moi, je parle souvent de beauté aussi, je pense que la beauté est importante. Vous allez me dire, c'est subjectif. En fait, ce qui est là, on s'en rend assez bien compte quand même. Donc vraiment, travailler de plus en plus tous ces sujets de la ville bleue. Et moi, je suis désormais, parce que la ville verte, tout le monde m'en parle, mais je suis une grande combattante aussi de la ville bleue. C'est extrêmement important. Avec ce fond bleu derrière nous, merci beaucoup. Véronique Bédag, Philippe Pascal, les deux Philippe, parce que vous avez parlé aussi de concurrence déloyale tout à l'heure, c'est bien de décarboner, c'est bien de préserver les biens communs, mais c'est bien d'avoir des règles, d'avoir tous les mêmes règles. J'y pense puisque vous êtes soumis à une règle, à une taxe sur les infrastructures de transport, on l'a appelée la taxe ADP, En gros, vous êtes les seuls aéroports en France à y être soumis. Est-ce qu'il ne faut pas justement une évolution du cadre? Est-ce que les pouvoirs publics ne doivent pas un petit peu travailler là-dessus pour que, oui, on préserve les biens communs, mais tous selon les mêmes règles? Bien, merci pour cette question. Peut-être 3 éléments de réponse. Le premier, c'est que l'entreprise est l'échelon pertinent pour relever les défis qui sont les nôtres. Déjà parce que l'entreprise a les moyens d'agir, la capacité d'agir, la capacité de financement, ce qui est de moins en moins le cas de la puissance publique. Deuxièmement, parce qu'on a l'agilité pour le faire, si on nous la laisse, avec les normes, des normes raisonnées. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est parce qu'on a aussi, on porte de plus en plus une vision de long terme. Le groupe ADP, on est dans les opérations au quotidien. Mais on est aussi gestionnaire des infrastructures, donc on se projette sur le long terme, et c'est cette projection sur le long terme qui fait qu'on est connecté au bien commun, au pluriel, au bien commun ou au bien commun. Et c'est ça qui est important. Alors, ça c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est on est en concurrence. On est soumis à une régulation économique en France, sur les aéroports, en Europe, parce qu'on est réputé être un monopole. Alors qu'on est en concurrence réelle,
avec d'autres aéroports dans le monde qui n'ont pas les mêmes contraintes, y compris environnementales. Donc on est en train de brider, d'une manière ou d'une autre, la capacité de financement, la capacité d'investissement sur de la décarbonation qui pourrait ne pas être rationnelle aux bornes de l'intérêt global mondial. Et là, on revient à ce que disait Anne Perrault sur la contradiction entre les intérêts particuliers et la nécessité de travailler au bien commun. Et puis après, la troisième chose, c'est les taxes. Effectivement, ces taxes, elles vont peser, et elles pèsent, en particulier celles que vous avez citées, quasi exclusivement sur ADP, pour le secteur aérien, et là, elles vont venir égratigner cette capacité. Ça va bien quand on a une ou deux égratignures. Quand on en a plusieurs et qu'on s'évertue à les refaire d'année en année, ça commence à faire mal, et ça commence à peser sur la capacité à décarboner un jour. Merci beaucoup, Philippe Pascal. Donc Philippe Bajou, il n'a pas écrit la poste ici. À la fois, vous devez dégager des bénéfices, de la rentabilité face à un concurrent comme Amazon. Et de l'autre, on a eu tout le débat sur est-ce qu'il faut distribuer le courrier tous les jours. Vous avez d'autres missions de service public. On a beaucoup parlé de cohésion sociale, de connexion entre les gens. Donc c'est compliqué pour une entreprise, certes publique, mais une entreprise toute. Oui, c'est pour ça que je demandais tout à l'heure à ce qu'on ait un cadre clair. Mais avant d'y revenir, je veux remercier Véronique Bédag de son terme de ville bleue, parce que finalement, avec la ville bleue, elle illustre exactement une partie des biens communs sociaux. Alors, le cadre clair dont nous avons besoin, je crois que c'est une gouvernance, qu'elle soit mondiale, nationale ou locale, ça dépend de la nature du bien. Et nous, c'est ce que nous demandons à la Poste. C'est des choses complexes, parce qu'un bien commun, comme ça a été dit par l'ancien président de la COP15, c'est quelque chose qui n'appartient à personne, mais que tout le monde utilise. Et donc, on voit qu'il nous faut une gouvernance. Cette gouvernance, elle existe dans certains secteurs, par exemple la pêche. Il nous faut, c'est le socle pour moi, la gouvernance. Ensuite, 3 piliers. Le premier pilier, c'est la régulation. La régulation, ce n'est pas de la norme. La régulation, c'est pour éviter les comportements prédateurs et c'est pour éviter que certains excluent les autres de la consommation du bien commun. C'est essentiel et ça veut dire qu'il faut peut-être du contrôle et des sanctions. La deuxième chose, le deuxième pilier, c'est il faut faciliter, il faut essayer d'inciter pour pouvoir s'adapter à la régulation. Et puis ensuite, il faut du financement. Et quand c'est un bien collectif, eh bien, il faut un financement collectif. Ce financement collectif, après, il y a tous les moyens possibles et imaginables. Mais en tout état de cause, chacun doit contribuer selon ses moyens et selon son impact. Et ça, je crois que c'est important. Et pour revenir sur les missions de service public que vous évoquez, je crois qu'un bien commun social, on peut faire le lien avec les missions de service public. Mais un bien commun social, ça n'est pas un service minimum. Ça n'est pas un filet de protection pour les plus fragiles. Parce que nous avons peut-être été les uns les autres fragiles à un moment dans notre vie, et nous le serons peut-être demain. Un bien commun social, c'est un bien pour tous. Et donc c'est quelque chose qui, me semble-t-il, nous ouvre des perspectives phénoménales pour pouvoir construire le mieux-être ensemble et le bien-être ensemble. Merci beaucoup Philippe Bajou. Le mot de la fin vous revient, Anne Perrault, pour clôturer cette table ronde, ou s'il y a une question, je ne sais pas si on a le temps. Ah, il y a une question, il y a 2 questions. On va vraiment aller très vite, puisque je crois qu'on... Allez-y, ouais. Parce que après, c'est l'heure du déjeuner, donc on peut se donner 5 petites minutes de rab. Bonjour, Philippe Caz. Je voulais vous poser une question. En fait, on a entendu que pour les pays en voie de développement, c'était une question de volonté et qu'il y avait des choses à faire. Et on nous dit aussi que c'est une question de technologie. Est-ce que vous avez besoin de technologie ou est-ce qu'aujourd'hui, la volonté et le financement est suffisante pour vous permettre de vous décarboner? Je ne sais pas qui veut répondre. Est-ce que votre question était adressée à quelqu'un en particulier, monsieur? Monsieur Quesada va répondre. Je pense que c'est une somme de plusieurs choses, c'est pas l'un ou l'autre. Parfois, les pays en développement, en raison du manque de ressources, ils développent des innovations. Mais c'est un mélange,
En fait, je pense que ce que j'ai appris, c'est qu'il n'y a pas un seul parcours pour chacun. En fait, l'idée, c'est de savoir où on se trouve sur le chemin pour qu'on puisse créer ensemble. Parfois, lorsque je m'adresse dans les forums avec des représentants des pays africains, il y a un jeune étudiant du Nigeria, un pays qui exporte plus de 90% de ses énergies fossiles. Elle m'a dit, bon, une très belle présentation, Monsieur le Président, mais qu'est-ce que je peux faire au Nigeria? Donc, peut-être que ce qu'on apprend de cela, c'est qu'il n'y a pas deux chemins, un seul chemin, pardon. On doit connaître le chemin qui est propre. Le Nigeria et le Costa Rica doivent connaître le chemin pour eux. Mais au Nigeria, en 2050, au Nigeria, la demande des énergies fossiles risque de s'écrouler. Et donc, quelle est l'option? Donc, il faut créer des nouvelles options. C'est critique avec la liberté, avec une bonne compréhension de la situation. On manque d'une bonne compréhension d'ensemble. Mais... Très intéressant de Jacques Attali, je crois que c'est dans les Échos la semaine dernière, donc qui dit au fond il faut chercher des solutions, et vous savez où il va chercher les solutions dans mon métier à moi? Il regarde ce qui se passe en Afrique, en termes d'architecture, en termes de matériaux, parce qu'exactement à cause de ce que vous dites. Donc ne nous trompons pas de savoir où se passe l'innovation aujourd'hui. Il y avait une autre question. Je vais compléter. Oui, il faut la technologie, la nouvelle technologie. Oui, ça peut nous apporter des solutions, nous permettre d'aller plus vite, nous permettre d'aller plus vite en dépensant moins. Donc la technologie, oui, nous avons besoin et nous sommes capables aussi de la développer. Merci. Bonjour, je suis Gala Diaz de CIPEX, un des principaux think tanks dans l'Amérique latine. Et ma question, c'est pour le président Alvarado, so I'll turn to English. Je passe à l'anglais. Donc ça m'a frappé. Difficile pour moi, mais je vais faire l'effort. On a sur une crise de la désaffiliation, ce qui Castel pourrait appeler une crise de la désaffiliation, avec une croissance en individualisme et une crise avec toutes les institutions. C'est pas seulement la démocratie, c'est les syndicats, la famille même. Et ça est une condition nécessaire pour pouvoir mettre en place toute la gouvernance qu'on a besoin pour adresser les biens communs. Alors, comment on fait? Parce que cet individualisme met des difficultés pour atteindre les biens communs, mais aussi la difficulté qu'on a pour atteindre les biens communs alimente aussi la désaffiliation. Il y a un cycle vicieux là. Comment l'on rompt? Comment l'on casse? Vous avez 2 minutes pour répondre et pas 1 heure. Merci et merci aussi pour la question. Bon, vous voyez, moi, je ne veux pas imposer ma réponse. Je veux proposer la meilleure réponse que je l'ai par rapport à cette question, qui est une question que je me pose tous les jours. Lorsque l'on considère le monde aujourd'hui avec les guerres, on a les ressources pour mettre un terme à la faim, par exemple, on ne le fait pas, on voit la crise dans la démocratie, on est en transition vers l'inhumanité, mais ça change ce que l'on est en termes d'être humain. Et ça crée des angoisses, finalement, certainement dans la jeunesse. Qu'est-ce que fait devenir le monde? Donc, quelle est ma meilleure réponse? C'est pour cela que je mets l'importance sur le changement. Mais le changement sur lequel que l'on contrôle. Quel est le changement que l'on contrôle? Si vous placez vos espoirs dans le changement pour un monde meilleur sur quelqu'un d'autre, eh bien, vous placez votre destinée dans les mains de quelqu'un d'autre, finalement. Alors, ce que l'on contrôle dans la vie, en fait, c'est le temps qu'on nous a accordé avec l'utilisation de notre esprit, de notre corps, de notre âme et nos efforts. C'est ce sur quoi on a un contrôle. Beaucoup diront que c'est trop petit. Mais oui, dites ça à Nelson Mandela, dites ça à Martin Luther King. Quelle était la grande armée qu'ils avaient? Quelle technologie avaient-ils à leur disposition? Quel financement ils avaient? Combien de missiles ils avaient? Non, ils contrôlaient leurs idées, leur résilience et leur volonté. Et ça,
nous avons tous ces trois éléments. Donc il faut qu'on exerce notre pouvoir d'idée, de l'amour du changement, et ceci, on peut le contrôler tous les jours. Donc c'est aller dans cette direction, c'est ce que je souhaite, parce que je sais que demain, j'aurai plus de temps de travailler sur ce en quoi je crois. Et je crois également, je reconnais tout cet humanisme, mais comme moi, on peut se mettre d'accord pour travailler ensemble, et ça me donne de l'espoir. Et ça vient clôturer notre table ronde, puisque là, cette fois-ci, le temps est vraiment écoulé. Merci à tous.